Moi qu'on va poursuivre, enfin moi et surtout les gens qui vont me rejoindre autour de cette tribune. Je m'appelle Pierre Wolf, je suis journaliste indépendant et je travaille dans d'autres champs du développement durable, notamment celui de l'agriculture urbaine. Et on m'a demandé d'animer cette première table ronde. Changer ensemble, disait Annick. Changer ensemble, ça consiste, pour bien commencer, à se mettre d'accord sur ce dont on parle. Et pour cette première table ronde qui s'intitule « Le point sur les impacts écologiques, sociaux et économiques de la filière mode et habillement », je vais demander à Laetitia Vasseur, qui est directrice de HOP, l'association Halte à l'obsolescence programmée, Mauro Scaglia, s'il est arrivé, bonjour Mauro, qui est directeur de Sustainable Businesses au sein d'Euratex, Alain Clodo, qui est directeur d'EcoTLC, on l'a mentionné il y a un instant, Stéphane Murigneux, qui est directeur adjoint de l'Institut national de l'économie circulaire et président de la Fédération européenne de l'économie circulaire, Clarisse Rey, donc directrice générale du Défi, de bien vouloir vous installer. Alors, j'ai pas de chaise, mais on m'a dit qu'il n'y avait plus de chaises comme ça, et comme on est quand même dans un événement mode, on n'allait pas dépareiller et mettre une chaise moche, donc je vais rester debout. Mais bon, voilà, il faut éprouver sa jeunesse. L'industrie de la mode émet plus de gaz à effet de serre que le transport aérien et maritime. 25% des pesticides du monde sont consacrés à la culture du coton, qui est la troisième consommatrice des eaux d'irrigation également dans le monde. Et l'équivalent de 50 milliards de bouteilles en plastique est rejeté chaque année dans les océans à cause des microfibres rejetées lors du lavage des vêtements en fibres synthétiques, polyester, etc. À partir de ces chiffres, on va essayer d'organiser la prise de parole et nos discussions autour de deux questions assez simples. La première, c'est est-ce que vous partagez ce constat ? Faut-il, j'ai cru comprendre que ça ne se discutait pas au sein de cet événement, mais peut-on rendre la mode et l'industrie textile compatibles avec l'écologie ? Premier temps de prise de parole. Et le deuxième, comment on fait ? Où est-ce qu'on met le focus, l'énergie et les priorités, les moyens aussi ? Est-ce qu'on pense d'abord process, technique, innovation technologique, ou est-ce qu'on va aussi du côté des habitudes, des perceptions ? Annick disait tout à l'heure, il faut agir aussi contre nous-mêmes, aller contre nos habitudes et contre nos fonctionnements de l'industrie, mais aussi des consommateurs. Voilà, cette petite proposition en 2 temps et en 5 minutes chacun en 2 fois. Laetitia Vasseur, je vous propose de commencer avec vous. Donc, Hop, halte à l'obsolescence programmée à 3 piliers. Sensibiliser le grand public et essayer d'apporter des solutions appropriables pour le grand public. 2, le plaidoyer auprès des politiques pour faire évoluer les politiques publiques. Et 3, travailler aussi avec les acteurs de la filière. Sur la première question, est-ce que vous partagez le constat ? Et est-ce que la mode, l'industrie de la mode, l'industrie textile peut être compatible avec l'écologie ? Merci beaucoup. C'est vrai que cette question de la mode dans le textile, elle est particulièrement intéressante parce qu'elle apparaît assez ambiguë au regard du sujet qui est le mien en particulier, celui de l'obsolescence accélérée programmée. On se demande finalement si c'est la faute du consommateur qui veut toujours des nouveaux produits, qui désire la nouveauté, ou si c'est celui du fabricant. Finalement, la vérité est sûrement entre les deux. Clairement, on ne peut pas nier que les consommateurs, les consommatrices aiment bien un aspect mode, un aspect nouveauté, un aspect tout simplement d'essayer d'être jolie dans ses vêtements. Voilà, c'est normal. Le désir de changement, il est certainement présent. Toutefois, il est vraiment à nuancer selon l'association HOP, parce que finalement, si on prend un seul exemple, celui des collants. Les collants, ça parle certainement à peu près 50% de la salle ici, au moins je l'espère, parce que les collants, c'est hyper énervant. Les collants, c'est un produit qu'on porte assez souvent maintenant et qui se file très vite, qui est vraiment un objet d'agacement profond pour la jante féminine en particulier. Et pour cause, puisqu'on utilise un collant à peu près
entre 3 et 6 fois avant qu'il ne se file en moyenne. On a fait une étude, jusqu'à 70% des cas, on ne peut pas mettre un collant plus de 6 fois. Et dans 40%, 3 fois seulement. Un collant, en général, ça finit incinéré. Donc on se rend vite compte de l'obsolescence de ces produits et de la désirabilité de cette obsolescence. Cette obsolescence des collants n'est pas choisie, elle est subie. Donc clairement, il y a un vrai sujet de fabrication et de conception et une responsabilité des entreprises. Les entreprises, c'est elles qui décident aussi du renouvellement des collections. Cette mode, elle est aussi accélérée et finalement, plus que la mode, le problème, je crois que c'est la fast fashion. Et sur ce modèle économique-là, je pense qu'il faut vraiment repenser les choses parce que ce sera toujours difficile de faire une mode éthique et durable si on reste, à mon avis, dans un modèle de fast fashion. Pourquoi ? Parce que quand on a un design qui n'est pas pensé pour être un minimum intemporel, la mode, à mon avis, peut être compatible avec un design relativement intemporel. Des accessoires, du réemploi de telle ou telle matière, etc. Mais je suis désolée, quand on propose un produit comme, je sais pas moi, le pad d'EF, le pad d'éléphant, voilà, moi je portais ça avant, là je crois que ça revient un peu à la mode, mais dans 1 an, dans 2 ans, on aura tous l'air ridicule. Donc il faut quand même penser peut-être cette mode aussi avec cette notion d'intemporalité. Et enfin, pour conclure ma petite partie là, simplement aussi dire que les fabricants sont responsables des bouloches, des trous, des déformations, de la décoloration et de tout un ensemble de choses qui vont, dès la conception, entraîner une obsolescence plus ou moins rapide et peut-être aussi du coup une tendance à vouloir aller vers une mode plus rapide, tout simplement parce que nos produits ne sont plus qualitatifs. Donc je crois vraiment qu'il faut aussi replacer la responsabilité du fabricant dès la conception des produits, même dans cette logique de mode, qui peut être une mode différente. On peut avoir envie de changer, mais peut-être dans des conditions plus durables et soutenables. Alors vous aurez l'occasion de développer cette idée-là, effectivement, dans le deuxième temps de prise de parole. Mauro, vous allez vous exprimer en anglais, parce que ça va être plus facile que le français, mais vous comprenez très bien le français, donc vous m'évitez le petit trip de la langue de Shakespeare. On a déjà eu un grand auteur français en intro. Euratech, c'est une confédération qui représente les intérêts au niveau des institutions européennes et internationales de l'industrie textile et de l'habillement européen. Sur les chiffres que j'ai cités, sur cet état relativement critique de la contribution à la pollution, aux effets de serre, etc., de l'industrie de la mode et de l'habillement, est-ce que vous êtes d'accord et est-ce que vous pensez, avant de développer dans la deuxième partie, qu'effectivement il est possible de rendre mode, industrie textile plus compatible avec l'écologie? Yes, good morning everybody, bonjour. I think every human activity has a strong impact on the environment nowadays. So to answer directly your question, yes, the textile and clothing industry has a strong impact, is very intense in terms of consumption of resources, water, raw materials, energy. We also have to think about the textile as more than fashion or fast fashion. You have all sorts of applications in terms of textiles, and you have a very global value chain. Things are produced in France, are produced in Italy, are produced all over the world and are part of the global value chain. It is huge, and it's an industry which wears people, wear building and other sectors. So as large industry, it has a large consumption. And therefore, I agree with you when you say there is a responsibility in terms of the environmental impact. And that's, I think, it's quite clear. We, as industry association, together with our national members, in France we have 2, UFIM, UIT, with the companies we represent, and with the institution of the European Union, we work on that. We work on the microplastic pollution that you mentioned, on how to make the industry better. And I think the interesting and the positive news is that there is a consciousness of what is the environmental impact. Now the right figures are finally starting to come up. We had many studies of all sorts, of all agenda, reflecting all agenda. The Ellen MacArthur Foundation made a very good and deep analysis a few years ago. European Environmental Agency has released the figures a few weeks ago, and they will publish a report in October. So we think the first thing, it's important to understand what is exactly the impact we're talking about.
Is it more, what is the impact of cotton, of polyester, or recycling materials? What are the real figures we need to look at? And based on that, we need to work across all the steps of the value chain, from where you produce the yarn, the fibers, the yarn, the fabrics, the companies which make the finished products, the consumer which choose the responsible businesses or should. So there is a place of consciousness on the impact, certainly from the industry, also to pick up one point that you make. And I think it's the right moment, also as the opening speech, we heard from the opening speech this morning, to translate this into not just action from companies, many are already happening, but also in policy action which stimulate and reward action to deal with this environmental impact. Juste sur la prise de conscience, l'accélération de la prise de conscience, est-ce que le directeur de cet établissement disait, moi j'ai commencé à entendre parler de développement durable en 1998, est-ce qu'au sein des entreprises que vous représentez, il y a une accélération en ce moment de la perception de l'urgence à agir? I think absolutely. I mean, just to give you an example, years ago there was one person dealing with environmental affairs in my association. Now we have a department. And the same in many, many companies. Sustainability department, sustainable businesses department in companies have been made, and they were not there 5-6 years ago, and not to the size and the extent that we have today. There is a demand from consumers, which we see growing. There are many studies about a growing demand, although unfortunately not so many studies speak about the interest to pay more for more sustainable products. Is a topic that is in the high agenda. You talk from the high level, United Nations level, the Sustainable Development Goals, down to the companies which produce locally, the small and medium-sized enterprises. So clearly we have all indication, all evidence that this topic, which was not in the agenda 5-10 years ago, it is now in the agenda at a much higher level. Ok, merci. Même chose, vous allez nous dire où c'est qu'à votre avis il faut mettre le curseur, parce qu'on ne peut pas agir dans tous les champs à la fois, ou peut-être le faut-il, on en discutera. Clarisse Rey, vous êtes donc directrice générale du DEFI, comité professionnel qui intervient dans 4 directions. Je le dis, je suis peut-être le seul à l'avoir découvert hier, puisque je ne suis pas spécialisé à la mode. On est très très discret. Mais je vais le rappeler quand même, accompagner les jeunes créateurs de mode, renforcer l'image de marque de Paris en tant que capitale de la mode, transmettre le savoir-faire français et soutenir toutes les innovations. J'ai une idée de votre réponse, mais malgré tout, est-ce que vous partagez cette espèce d'urgence à changer que j'ai rappelé autour de ces chiffres? Je voudrais dire plusieurs choses. Effectivement, alors le DEFI est le principal financeur de la filière habillement en France, est certainement le plus discret et le générateur de beaucoup d'idées pour la filière et pour les acteurs de la filière. Alors, je me suis plongée avec... j'ai une formation scientifique et donc j'ai voulu regarder les choses. Ce qui me frappe d'abord, c'est que la mode, comme toujours, j'allais dire, est en avance et de loin sur cette prise de conscience. Elle est certainement le premier secteur au monde qui prend conscience qu'il faut faire quelque chose, qui prend des actions et qui, les acteurs de la mode, contrairement à tous les autres secteurs, les acteurs de la mode prennent avec beaucoup de sérieux ce sujet. Alors, quand on regarde les choses, on dit souvent la mode est le deuxième secteur plus polluant au monde. Ce chiffre, j'ai essayé de le vérifier, il n'est pas avéré. Il y a une enquête de Vanessa Friedman du New York Times qui regarde. Ça n'est pas exact. Ensuite, il y a beaucoup de sujets. Il y a le sujet autour de la mode, il y a les émissions de gaz à effet de serre, il y a la pollution, il y a l'utilisation de l'eau, il y a le rejet des microplastiques, notamment dans les océans, que ce soit par l'utilisation de fibres synthétiques ou par l'emballage. Donc il y a vraiment beaucoup de choses et je crois qu'il est important à chaque fois de les prendre. Ce qui est avéré, c'est que très certainement la partie teinture et ennoblissement dans la mode est le deuxième secteur le plus polluant d'eau propre au monde. C'est un article dans le Natural Science Journal, derrière l'agroalimentaire. Quand on prend le CO2,
j'ai réussi à trouver une enquête publiée dans New Standard Organization de Cantis, où la mode, habillement et chaussures représentent 8% des émissions à effet de serre. Alors là, il y a des choses extrêmement intéressantes. Le tourisme représente le même montant. Le secteur agroalimentaire, du départ à la fin, je veux dire, c'est 1/3 des effets de serre. Et surtout, quand on regarde les choses, si on transportait de la fabrication chinoise en France, vous divisez par 20 l'émission des gaz à effet de serre. Parce que les 8% comprennent effectivement le transport, les containers qui oui, circulent. tout. Le 8%, l'étude, vous verrez. Alors là, j'étais contente. Vous avez à la fois l'émission de, je vais dire, le coton. Je veux dire, là, on en reparlera parce que le coton, évidemment, c'est un vrai sujet. Vous avez le coton, la filature, la teinture, la fabrication, le transport, la distribution. Donc ces 8%, ça représente tout ça. Mais quand vous regardez la France, je veux dire, et l'effet de serre, c'est parce que c'est l'utilisation de l'énergie. Donc pour faire 1 kWh en France, ça dégage 50 grammes de CO2. En Europe, la moyenne, c'est 350 grammes, avec un 500 grammes en Allemagne, donc, et 800 grammes en Pologne. Donc déjà, si on veut transporter la fabrication de Pologne en France, ça fait diviser par 16. Et la Chine, c'est 1050 grammes, j'allais dire, de CO2 dégagé. Donc il y a aussi des choses qui relèvent des process. Alors, ce qu'il y a de très frappant dans ce secteur, je crois que le point de départ devrait être toujours l'humain et le respect de l'éthique. Et ce qu'on voit dans la mode, c'est qu'au-delà de la mode durable, il y a un très grand basculement des consommateurs qui veulent maintenant des marques qui aient une véritable raison d'être, qui aient un véritable sens. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est là où aussi, une fois de plus encore, la mode est précurseur. Je veux dire, nous appartenons à un secteur, malgré les difficultés, qui est à l'avant-garde des évolutions. Donc ça, c'est extrêmement passionnant. Ensuite... Et je vais vous arrêter là juste parce que vous esquissez deux choses que je vous inviterai à développer dans la deuxième partie. Relocaliser, on a entendu ça. Bien sûr. Et puis l'idée aussi de l'imaginaire finalement du consommateur qui joue beaucoup. Je passe la parole à votre voisin Alain Clodo. Vous êtes directeur donc d'EcoTLC, textile, linge de maison et chaussures. Vous êtes l'organisme l'organisme financier qui collecte la taxe sur les ventes pour assurer le recyclage, la réutilisation de ces matières. Mon petit chrono sonne et je l'arrête. C'est comme ça qu'on tient les temps. Votre point de vue sur l'impact de la mode, jusqu'à présent, c'est intégralement partagé. Est-ce que vous partagez aussi, puisque vous avez vu vos fonctions, mais je poserai la question à monsieur aussi, est-ce que vous partagez le point de vue qui vient d'être dit, c'est que la mode est à l'avant-garde de cette prise de conscience et de cette nécessité de changement systémique dans son fonctionnement ? Oui, merci de votre invitation. Je voudrais dire 2 mots pour féliciter les organisateurs pour cet événement. C'est extraordinaire de rassembler tous les acteurs aujourd'hui pour échanger, pour partager les meilleures pratiques et pour progresser. Par rapport à votre question initiale, il est évident que toute activité humaine, comme ça vient d'être dit, génère des impacts environnementaux. Et la question, la richesse, c'est les échanges. Dans un échange, quelqu'un donne quelque chose à quelqu'un et il y a la réciprocité. Donc je prends et je redonne. Comment on développe dans nos activités cette capacité à évidemment prendre, on a besoin de prendre, mais à redonner de la recherche, ce qui nous introduira sur la notion d'économie circulaire et surtout de l'économie des ressources, et comment on se débrouille d'ailleurs pour ne pas faire que gérer la pénurie des ressources, mais au contraire régénérer des ressources. Et clairement, les acteurs de la mode y participent, et clairement, nous, en tant qu'éco-organisme, on a cette chance extraordinaire de montrer d'ailleurs qu'en France, on est complètement pionnier dans la démarche.
Il y a des filières REP de responsabilité élargie des producteurs, ça existe dans différentes filières. Il n'y a qu'en France que ça existe pour le textile. Et donc nous vivons une expérience extrêmement intéressante. Et si cette expérience est pertinente, elle inspirera, je pense, d'autres pays en Europe. Nous représentons aujourd'hui plus de 5000 entreprises qui adhèrent à EcoTLC, qui versent alors l'éco-contribution que chaque consommateur paye lorsqu'il achète un vêtement neuf. Et avec cette éco-contribution, on fait 3 choses. D'une part, on mesure ce qui se passe, qui fait quoi ou quand, comment, en matière de récupération, de collecte, de tri et de seconde vie donnée aux produits. La deuxième chose à laquelle nous participons, c'est la sensibilisation de l'ensemble des parties prenantes et des citoyens en particulier sur le fait qu'il faut changer les comportements, et ça a déjà été dit. Et la troisième chose, c'est qu'on participe à soutenir ce changement et à soutenir l'innovation pour faire autrement. Et donc, un chiffre très précis. Chacun d'entre nous, quand il ramène 1 kilo de vêtements à un point d'apport, et il y en a 45 000 en France où on peut venir déposer les vêtements, eh bien, génère une économie de CO2 et donc d'impact sur le gaz à effet de serre de 25 kilos. Donc, incontestablement, on peut redonner. Hein. Si on a pris, on peut redonner. Donc, voilà ce que je voulais dire en termes de témoignages. Et vraiment, il y a beaucoup d'entreprises qui sont ici. Et elles font les choses. Il y a des responsables qui sont ici et qui font les choses, et c'est probablement assez méconnu. Le fait qu'il y a une offre qui est aujourd'hui en train d'évoluer, vous parliez tout à l'heure de est-ce que c'est la faute des producteurs ou est-ce que c'est la faute des consommateurs? C'est une faute collective. Hein. On est parti dans une fuite en avant dans laquelle on y a trouvé des intérêts, du plaisir et du bonheur, parce que la mode, c'est quand même... La façon de s'habiller, c'est quand même une seconde peau. Donc c'est quand même quelque chose d'extraordinaire qui nous fait souvent rêver. Donc il ne faut pas que se culpabiliser. Par contre, il faut prendre conscience et il faut changer. Merci. Merci pour cette première partie. L'un des objectifs de votre organisme, c'est d'arriver à 100% de valorisation des textiles récupérés et des textiles usagés. Vous nous direz dans la deuxième partie comment vous voulez arriver, où vous êtes d'ailleurs aujourd'hui et où vous avez, quels sont les leviers à votre avis pour faire ça. On va terminer donc avec ce premier tour de table avec Stéphane Murigneux. Vous êtes directeur adjoint donc de l'Institut national de l'économie circulaire. On vient d'entendre des représentants du secteur spécifique dont vous n'êtes pas. Vous avez un regard économie circulaire. Alors sur cette prise de conscience, comment vous la jugez? Comment, depuis votre point de vue, vous estimez qu'on va pouvoir rendre la mode, on a évoqué la fast fashion tout à l'heure, on va pouvoir rendre la mode telle qu'on l'entend aujourd'hui compatible avec l'écologie? Est-ce que c'est possible et par quoi ça passe? Alors, par quoi ça passe? Votre question est multiple. À mon tour, mais c'est une partie de la réponse aussi, je voudrais souligner cette formidable mobilisation. Ce que je peux voir, moi, depuis 2 ans, et vous en êtes un parfait reflet ici, c'est une mobilisation extrême de tous les parties prenantes autour de l'économie circulaire et de ces problématiques. L'industrie textile en est une. Je parle d'industrie textile et pas que de mode. C'est un débat que l'on pourrait ouvrir, mais ça prendrait bien plus que 5 minutes de dire que la mode peut-elle être durable en période de bac philo. Je pense qu'on peut y consacrer 4 heures. Là, vous avez 5 minutes. Oui, et en fait, après le bac philo, on pourrait y consacrer même 2 jours. Tous ensemble. Non, ce que je vois ici est le parallèle concernant la prise de conscience, puisque telle est votre question. Ce que je vois ici, c'est une formidable mobilisation. Donc, évidemment, merci Norcrea, merci Majdouline de ton invitation, et tu sais combien c'est toujours important d'être à vos côtés, surtout sur cette terre du Nord et sur cette terre de textile. Je ne peux pas non plus ne pas souligner l'alignement, la mobilisation
des services de l'État et en particulier de l'ADEME, présente ici mais présente au niveau national, des collectivités, évidemment de la mairie de Roubaix. Mais je vais vite revenir à l'économie circulaire sur la question qui est la vôtre, puisqu'on pourrait aller plus loin. Alain, je suis obligé de revenir sur un mot que tu as dit. Donc, si on parle de mobilisation, évidemment, dans la salle, il y a beaucoup d'amis, sur scène aussi. Alain, tu as parlé de faute partagée. On parlait, sont-ce les producteurs, sont-ce les consommateurs? Moi, je parlerais plutôt d'erreur de trajectoire. Cette erreur de trajectoire, on peut encore la rectifier par l'action concertée de tous et cette prise de conscience qui est en train de naître. Cette prise de conscience, je la vois naître avec la même dimension que la prise de conscience sur le gaspillage alimentaire. Ces 10 dernières années, on a parlé sans cesse de gaspillage alimentaire. Depuis 2 ans, enfin, on parle de gaspillage vestimentaire et c'est bien le cœur du sujet. Peut-on continuer? Doit-on rectifier la trajectoire? Tout le monde s'y emploie, tous ensemble, et je pense qu'on y reviendra dans le cours de ces 2 jours, pour donner ce que l'on disait en propos liminaire à l'ouverture, cette envie de changer. On peut changer. Vous parliez du tourisme aussi tout à l'heure. Je ne vais pas vous noyer sous des chiffres, on les connaît tous. L'industrie textile, la mode, c'est quoi? C'est 60 000 emplois en France. C'est 60 000 emplois. Non, c'est plus que ça? Non, emploi direct et indirect, c'est 1 million d'emplois. 1 million d'emplois. C'est pas neutre. C'est loin d'être neutre. C'est fondamental. Il ne faut pas qu'on se trompe de trajectoire. Donc, oui, excusez-moi pour l'erreur de chiffres. Il y a beaucoup de zéros et donc... Ça, c'est le bac bon, alors, de je ne sais maths. pas où ils sont les 60 000, Arnaud. Non, ça doit être que l'industrie au sens strict textile. Ah, que l'industrie. Industrie textile. Que l'industrie. D'accord. La mode, parce qu'évidemment, la mode, il faut la vendre aussi, et puis tous les services autour, les transports, la logistique, etc. D'accord. Bon, alors évidemment, c'est 1 million, mais à culpa. Mais je prendrai un parallèle avec le tourisme. Comme quoi, on peut changer, on peut faire évoluer pour une optimisation de la ressource et plus d'économie circulaire dans un secteur économique. Cette année ou l'an dernier, nous avons vu une croissance, ce matin encore on parlait de ces chiffres, on voyait une croissance du nombre de nuitées dans le tourisme en France. Plus 4 millions de nuitées vendues dans l'industrie touristique. Ça, c'est formidable. Mais où est-ce qu'on les loge, ces gens-là? En fait, ces 4 millions de nuitées supplémentaires n'ont généré aucun mètre cube de béton supplémentaire, puisque le modèle a évolué et que grâce à l'évolution de l'industrie vers Airbnb, on a pu générer des millions de nuitées supplémentaires sans générer un mètre cube supplémentaire. C'est une piste, évidemment, et je vais m'en arrêter là. L'économie de l'usage, l'économie de la fonctionnalité, tout ça, je sais que vous travaillez déjà dessus. Merci à vous. Alors, sauf qu'ils sont quand même arrivés, ces touristes, et surtout s'ils sont chinois, ils sont pas venus à la rame. Donc ça pose quand même un certain nombre de questions. Et bien justement, ça introduit le deuxième temps qui est où c'est qu'on met le curseur. On vit dans une société qui aime la technologie, et donc on a plein de solutions technologiques intéressantes pour réduire les impacts. Mais il y a aussi, vous avez esquissé le débat... Laetitia, il y a aussi un vrai changement de comportement. Vous l'avez aussi dit, Clarisse. Est-ce que c'est pas dans un autre imaginaire à avoir par rapport à ce que c'est que la mode? Est-ce que la mode s'est changée 4, 5 fois de vêtements qui forcément n'est pas très cher par an? Est-ce que c'est au contraire se rapprocher, ça peut être aussi se rapprocher du local, de customiser des vêtements qui vont durer longtemps, qui vont avoir, un peu comme les fromages, la typicité de leur terroir, même si, voilà. Donc ce n'est pas nier l'idée que chacun veut faire un art de sa façon de s'habiller, mais c'est changer de posture, d'imaginaire, qui fait que l'impact de
de cette seconde peau va être beaucoup moins dangereux pour la planète et notre survie dessus. Donc vous voyez, alors vous allez me dire peut-être qu'il faut faire les deux, mais s'il fallait choisir, de quel côté, à votre avis, le curseur doit-il être mis, sachant que cet imaginaire, quand je parle d'imaginaire, l'industrie de la mode et du textile dépense beaucoup d'argent en publicité, en influence, pour induire les envies, les désirs et les tendances. On commence peut-être avec vous, Clarisse Rey, sur cette question-là. Alors moi, il y a un premier point, alors c'est peut-être compte tenu de mon âge, je déteste quand on dit on va obliger les consommateurs par rapport à moi quand j'étais jeune, je veux dire, on a une restriction des libertés que je trouve considérable. On n'a pas le droit de penser ci, on n'a pas le droit de manger ci, on n'a pas le droit de se comporter comme ci, il faut gna 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 gna, c'est bon. C'est bon. Sinon, très vite, vous savez, on est en train de tous nous normaliser, on n'aura plus qu'à nous remplacer par des robots. Point barre. Donc ça, moi, quand on dit on va obliger, non. Et la mode, justement, c'est un vrai espace de liberté. Et si les gens sont attachés à la mode, c'est qu'aujourd'hui, ils s'expriment au travers de la mode et des vêtements qu'ils portent. Donc aujourd'hui, il y a deux choses fondamentales. D'abord la mode. Alors là, le premier point, me semble-t-il, c'est l'incroyable gaspillage. S'il y a du gaspillage, c'est épouvantable. Aujourd'hui, on estime qu'il n'y a pas plus de 30-32% des vêtements de la mode qui est vendu à tarif plein. Ça veut dire que voilà, il y a 70%. On essaye de faire des soldes, des machins, et donc de la pub. Je veux dire, tout ça vient de modèles, je veux dire, où, on va quand même le dire, les directeurs d'achat regardent le coût minute d'un vêtement et donc ne regardent pas le coût d'ensemble d'une collection. Donc déjà ça, c'est extraordinairement important. J'indique que 3/5 des vêtements achetés dans l'année finissent à la benne ou brûlés dans l'année. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Ça n'a juste pas de sens. Donc, on commence à voir la fabrication à la demande. Donc, une fabrication plus locale, une fabrication à la demande, une personnalisation qui redonne l'envie de garder des vêtements. Donc, ça, c'est extrêmement important. On a, je pense, il doit y avoir Tekin, non, ici? Non, ils vont être par là. Je ne vous vois pas. Qui travaille justement là-dessus. La Redoute s'y engage, d'autres grandes enseignes du Nord notamment s'y engagent, et ça c'est fabuleusement intéressant avec un effet de levier sur les impacts fabuleux. Donc, ensuite, il ne s'agit pas d'imposer quoi que ce soit à quelqu'un, mais comment on rend ça désirable, le fait de pas... Les gens sont en train de basculer, et en fait les consommateurs sont en avance par rapport aux marques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous voyez une décroissance choisie. Je crois que Gilda de l'IFM pourrait en parler, où les gens disent moi je veux moins consommer, et pas simplement pour des questions de pouvoir d'achat. C'est choisi. Je veux dire, ça commence à être des chiffres extrêmement importants. Vous voyez la montée du vintage. Je veux dire, il y a 3 ans, le vintage, il n'y avait pas de marché. Aujourd'hui, il y a un marché. La montée de la location. Je veux dire, une des très grandes réussites, Rent the Runaway aux États-Unis, ça doit faire 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, et c'est aussi la première chaîne du coup de pressing. Je veux dire, donc vous voyez ces modèles-là, vous voyez des gens qui n'ont plus envie. Je veux dire, les millennials disent froidement, non, c'est même pas les millennials, c'est l'ensemble des consommateurs qui disent froidement, 70% des marques, tous secteurs confondus, on n'a pas les chiffres mode, peuvent disparaître, ça n'a pas d'importance. Donc on est là face à une vague, et c'est pour ça aussi que les entreprises vont y aller, où les consommateurs veulent du sens. Vous avez Patagonia qui a dit en janvier, moi maintenant, mon objectif d'entreprise, c'est sauver la planète. Donc tant qu'il n'y avait pas d'offre, je veux dire, d'entreprise, alors vous avez Everlane, Helen Fisher, etc. Vous avez... des entreprises plus petites comme Bonne Facture, Veja, etc. Quand il n'y avait pas d'offre, les gens ne pouvaient pas acheter. Mais maintenant, l'offre, elle se développe. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces modèles qui se développent sont en fait aussi très rentables. Ils sont très rentables parce qu'effectivement, on peut faire du durable, du sens avec de la rentabilité. Je veux dire, et c'est ça qui est intéressant. Et donc, les marques vont vraiment obliger d'y aller. Parce que sinon, c'est leur survie même qui est en jeu. Merci. Mauro, est-ce que vous partagez ce point de vue-là? Cette tendance est très sensible.
Et la question que ça pose derrière, c'est qu'il y a un autre modèle économique du coup pour les entreprises, un autre modèle de marché qui se développe. Est-ce que vous confirmez cette tendance? Absolutely. I hope English is okay, by the way. I realize I'm the only one speaking English. I could speak French, but you will be laughing a lot from my accent. So, We are very inclusive, you know. and I also would like to pick up very briefly a few points. The numbers. In Europe, you have 1.7 million directly employed workers in textile and clothing, and 170,000 textile and clothing companies. So it's a very strong and large industry. Only the production, not the retailer, not the logistic, not the other part. So it's very huge. And France is a very strong industry, both in technical textile and garment production, the small one and the medium side. And that's very, very remarkable as an industry. A couple of points that we heard. There is an extraordinary mobilization towards circular economy, absolutely. And that's the point I was trying to make before. 2 weeks ago in Copenhagen, there was 1,300 people at the Copenhagen Fashion Summit, which is more on fashion. It's not really only my core part, it's broader than that. Circular economy was a major point. In Vienna, next week in Helsinki, there will be a Circular Economy World Forum. Everywhere they talk about that. Textile will be a priority for the next policy making on circular economy, and that's an opportunity. As the lady said, the industry is ahead, and that's true. If you think about circular economy, it didn't start because of a regulation or a rule. It started by the industry autonomously over years. And circular economy is not just recycling materials, it's being efficient in the use of resource, so minimize the use of resource, giving a value to waste, and a lot of it has already happened. And that's, I think, it's a good point to keep in mind. So in this trajectory, this voyage that we are taking, I think it's important to learn from what the business is already doing. What are the problems? What are the gaps? Why is it more expensive to make more sustainable products? How can we better inform the consumer about what's behind the product transparently? And this is what happened. And the good thing, I guess, is this is already happening. That's my point. It will scale up and increase over the next year, for sure. It will be a priority for the companies, for the policymakers. The work of EcoTLC, which has been active for 11 years, 12 years, I think, 10 years, will be very important as an experience for the policymaking. The role of the companies, also in France particularly, will be very important to explain what are the needs for the business to improve these circularity processes. And consumers, for sure, they have a role in that sense too, because it's good to be interested in more sustainable products, but then you also need to be coherent when you choose and you buy actually more sustainable products. And very last point, to confirm all of that, I just want to mention that last week there was a joint industry statement on circular economy, which was announced at the same time in Textile Frankfurt at the industry fair and at the Copenhagen Fashion Summit. And it's a specific call from the industry, from the fiber to the fabric to the finished product to the retailer, to help transition towards circular economy, to help policy making, driving policies which support policy circular economy. And this is what is going to keep us busy over the next 6 months, 1 year. Merci. Does that address your question? Oui, mainly, yes. Or I went too far, or No, shall I come back? no, it's okay for me. You're free, and you were a little bit shorter than scheduled, so we can maybe have a few questions with the audience, who obviously speaks fluently English. Stéphane Merigneux, dans ce changement de modèle qu'on évoque pour aller vers plus de une économie circulaire, ça sous-entend quand même un certain nombre de changements, de faire des produits plus durables, etc. Pour vous, comment vous envisagez au sein de l'Institut les choses au regard de la mode? Il faut revenir à des produits qui vont coûter plus cher parce qu'ils vont être plus réparables, plus solides, et ça veut dire plus solides, plus customisables pour continuer de se créer une mode. Comment vous envisagez cette chose-là de votre point de vue? Alors, ça peut être une des pistes. Maintenant, nous, personnellement, nous n'envisageons rien. Nous donnons la parole à nos membres pour envisager avec eux des propositions et des axes de solution. Oui, la solution, le problème du prix
ou la question du prix plutôt, est une des données importantes. Mauro vient d'en parler sur la dimension européenne du marché. Le sujet a été abordé cette semaine, a été abordé la semaine dernière en Slovénie. On en reparle ensemble à Helsinki la semaine prochaine, évidemment. La mondialisation du marché est un facteur, la dimension européenne évidemment, la dimension prix en est une autre. Donc nous ne prendrons pas, nous, une position au nom de l'Institut en disant il faut vendre plus cher. Pourquoi pas ? Ça peut être un axe de réflexion, mais nous ne serons jamais affirmatifs. La question du prix est une question importante. Ces 15 dernières années, la production et la consommation ont considérablement augmenté. Je me reporterai peut-être à une phrase très facile que disaient peut-être nos parents ou nos grands-parents en disant on n'a pas les moyens d'acheter bon marché. Puisque vous parliez à juste titre de ce gaspillage absolument inadmissible. Donc ce qui me permet de dire que notre position est de dire que gaspillage et économie circulaire sont deux termes qui sont absolument indissociables et j'espère que chacun en prendra conscience. Gaspillage et économie circulaire, c'est définitivement indissociable. Et aujourd'hui, pour reprendre cette histoire de on n'a pas les moyens d'acheter bon marché, moi je dirais tout simplement qu'on n'a plus les moyens en matière d'économie de la ressource et on n'a plus les moyens écologiques définitivement d'acheter bon marché, ce qui repose effectivement la question des fondamentaux sur les modes de distribution et les modes d'usage de toutes les industries, quelles qu'elles soient. Parce que sur la question du prix, vous preniez tout à l'heure le gaspillage alimentaire. On pourrait prendre aussi, je pense, à une machine à laver portée par des jeunes qui ont été récompensés dans plusieurs concours. Et ils ont baptisé ça l'increvable. Une machine à laver qu'ils essayent de porter et qui serait non pas increvable, mais très facilement réparable, conçue pour être réparée et durer longtemps. Ils ont beaucoup de mal à la faire avancer, notamment parce que elle serait à peu près le double de ce qu'on trouve en moyenne sur le marché. Donc est-ce que la question prix n'est pas un effort? Alors après, comment on partage l'effort entre l'industrie et le consommateur, c'est une chose, mais est-ce que ce n'est pas un facteur important de notre réflexion sur mettre un terme au gaspillage des ressources? Oui, c'est indéniablement un facteur important. Maintenant, encore une fois, je me répète, ce n'est pas le seul, mais je pense que ça devra effectivement passer par là. Il y a un moment où mieux vaut mettre le prix sur un bien durable, et ça rejoint les problématiques d'obsolescence programmée. Mieux vaut mettre le prix sur un bien durable, réparable et éco-conçu, plutôt que sur du jetable. On ne va pas revenir sur l'exemple de la perceuse que chacun connaît. Qui l'utilise 7 minutes par an en général, oui. Etc., et qui est fabriqué pas cher. Ça marche. Puisque, à moins que vous vouliez ajouter quelque chose. Non, vous posiez la question tout à l'heure de comment rendre désirable. Il y a peut-être une réflexion, ou en comment tout cas... Comment rendre désirable une mode moins jetable, c'est ça que... Oui, comment rendre désirable une mode plus responsable. J'espère et je me plais à croire et à penser que cela viendra du même vecteur que ceux qui nous ont encouragés à cette fast fashion. Comme vous, je partage l'idée que ça viendra en partie des industriels, mais je me plais aussi à penser que ces influenceurs, influenceuses qui ont poussé et qui peuvent diriger sur certains partis, eux aussi, peut-être... oui. Eh bien, auront leur porte-parole à travers ces gens-là en disant maintenant on y va sur du plus responsable. On a vu l'impact de cette jeune Greta. Demain, on aura une Greta de la fashion. Je le souhaite. Et peut-être même 10 et peut-être même 100. Alain Clodo, je disais tout à l'heure que l'objectif, j'ai lu ça sur votre site internet, c'est de votre organisme, c'est de tendre vers 100% de valorisation des TLC, textile, linge de maison, chaussures. Comment on arrive à cette situation-là et quelle valorisation? Est-ce que c'est, Mauro disait tout de suite, c'est pas seulement recycler la matière, la détruire, la recycler, mais la réutiliser de façon... Enfin, c'est réduire ce qu'on consomme.
vous, comment vous envisagez, qu'est-ce qu'il y a derrière valorisation et comment on arrive à ce niveau-là de valorisation? Alors d'abord, il y a du progrès parce qu'on mesure le progrès, parce qu'on mesure l'évolution. Donc si on a des ambitions vers une mode plus durable, il faut des indicateurs de mode durable, comme il faut des indicateurs d'économie circulaire. On a cette chance en tant qu'éco-organisme d'être au cœur de l'écosystème entre d'une part ceux qui produisent, ceux qui consomment, ceux qui récupèrent les vêtements pour leur donner une seconde vie. Donc on sait assez bien et de mieux en mieux qui fait quoi ou quand comment. Donc nous mesurons. Et on a besoin de ces outils de mesure et de les partager avec les acteurs pour que chacun, là où il est, prenne la meilleure décision parce qu'il a la meilleure information par rapport à la question qu'il a à résoudre. Et moi, je pense à un outil pour le consommateur qui est fondamental à mettre en place. Et la France et l'Europe ont une opportunité à jouer assez rapidement, c'est de mettre en place dans la mode un affichage environnemental. Aujourd'hui, quand vous achetez un réfrigérateur, vous avez le choix entre le premier prix et un produit un peu plus cher, mais vous savez que le produit un petit peu plus cher, il vous coûte moins cher à l'usage parce qu'il consomme moins d'électricité. Aujourd'hui, quand vous achetez un véhicule, alors on va en acheter probablement de moins en moins, mais en tout cas aujourd'hui, quand vous achetez un véhicule, vous savez de manière assez précise combien il rejette de CO2 et vous avez des affiches, vous avez une information assez simple qui vous dit ABCDEF. Notre rêve, c'est d'avoir ABCDEF dans la mode pour permettre aux consommateurs, aux clients, d'être mieux informés et de pouvoir acheter plus responsable en fonction de son besoin. Donc voilà, le progrès c'est mesuré et il faut donc avoir les bons outils. Nous y participons. Merci Laetitia Vasseur. Est-ce que cette proposition vous semble intéressante d'afficher les performances environnementales, écologiques, en matière de carbone, de rejet, de polluants, etc., de microplastiques dont on n'a pas fini de mesurer les impacts? Est-ce que c'est une voie de progrès qui vous semble intéressante? Alors oui, ça me donne l'opportunité de rebondir parce que l'affichage environnemental, c'est quelque chose d'intéressant. Mais j'ai envie d'aller plus loin. Finalement, aujourd'hui, dans l'électroménager, on parle maintenant non seulement d'indice énergétique, mais aussi de réparabilité. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, ayez un coup d'avance. Faites l'affichage environnemental et aussi celui de la durabilité. Parce que, franchement, les gens, ils vont regarder si ça fait plus ou moins de CO2, son t-shirt, etc. Mais qu'est-ce qui va les intéresser? Ça va être la qualité. Ça va être le rapport qualité-prix. Donc, il faut en effet des indicateurs sur l'environnement, mais il faut les coupler avec celui de la durabilité qui a un impact immédiat sur le CO2. Si je prends un seul chiffre, on a calculé des estimations pour avoir des ordres d'idées. Si on augmentait la durée d'utilisation de 50% dans le secteur textile, on pourrait économiser 64 millions de tonnes de CO2. Parce que la durée de vie impacte directement la fabrication, le CO2 qui est engendré par chaque unité qui va être renouvelée. Et c'est le plus gros secteur, le plus impactant quand on a calculé, avec l'informatique, les meubles, l'électroménager. Le textile, c'est le plus gros secteur où on peut économiser du CO2 en allongeant la durée d'utilisation. Alors comment est-ce qu'on fait pour allonger l'usage? Alors, aussi, je voudrais vous dire, on peut faire tout ça, et moi je suis là pour vous challenger, mais je ne suis pas là contre les industriels. Je pense qu'on a besoin des industriels pour créer cette offre dont vous parliez, parce qu'en effet, les consommateurs sont prêts, et ce qu'on veut, c'est des offres qui se développent. Et je crois que dans ce secteur, c'est un milieu de la créativité, et donc vous avez tous les outils pour être innovants dans cette matière-là, et je compte vraiment sur vous pour le faire, et je suis sûre, j'entends déjà la volonté. On a avancé sur le recyclage, on a avancé sur peut-être la conception, l'éco-conception, la prise en compte de l'eau. On n'a pas encore assez avancé sur l'usage. Et sur l'usage, on peut bien sûr réemployer les matériaux qui sont avant tout des ressources et qu'on peut, avant d'incinérer, on peut en faire plein de choses. Les collants, on peut en faire des tawashi, on peut faire du rembourrage, on peut en faire énormément de choses. Organisons les filières. On peut également travailler sur l'information du consommateur, on en a parlé.
Moi, j'ai fait des débats avec H&M, par exemple, qui me dit « mais mes produits sont de qualité ». Très bien, moi je ne demande qu'à vous croire, prouvez-le. Faites de la pédagogie auprès des consommateurs. Dans quelles conditions d'usage on peut utiliser un produit et jusqu'à quelle intensité d'usage? Qu'est-ce qui est pensé en termes de robustesse? Vous avez des outils pour mesurer la résistance, la robustesse. Soyez plus transparent, donnez l'information au consommateur qui vous en remerciera. Et ensuite, on a plein de modèles qui nous permettent d'allier la durabilité, l'usage plus long des produits. J'ai parlé du réemploi, il y a aussi la location. Il y a des choses qui peuvent être faites pour pallier un système économique qui, en effet, qui était lucratif sur la fast fashion. C'était intéressant à un moment donné. Aujourd'hui, au regard des enjeux écologiques, on ne peut plus se le permettre. Mais pour autant, il y a des modèles économiques qui existent. On a parlé du vintage, on peut aussi parler de Vinted. C'est une application qui utilise le réemploi. Vous avez un vêtement, bien sûr, moi je dis allonger la durée d'usage, c'est pas envie de garder forcément mes vêtements à moi que j'ai achetés pendant 50 ans non plus. On peut bien sûr organiser des filières de réemploi où un vêtement qui a été porté peut être porté par quelqu'un d'autre et qui du coup aura un nouveau vêtement mais qui n'aura pas été acheté neuf. Et ça, c'est aussi un marché qui est en boom. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup d'innovations, y compris en termes de modèles économiques, qui peuvent être mises en place. Et si vous êtes intéressé pour travailler sur cet allongement de l'usage, de la durée de vie des produits, de la conception et des modèles économiques qui accompagnent cet allongement de la durée d'usage des produits, nous animons un club de la durabilité. On est déjà une vingtaine d'entreprises. Il y a des petites start-up comme des grands groupes, y compris d'ailleurs des groupes du Nord, parce que je veux remercier les politiques et les personnes qui déploient leur énergie pour l'économie circulaire dans le Nord, parce que ça sensibilise vraiment les grands groupes qui viennent vers nous en disant « Nous, on veut travailler sur cette question, on n'est pas encore assez bon ». Et le Club de la durabilité anime ce réseau d'entreprises pour aller vers des modèles économiques qui soient durables et qui rencontrent cette demande qui est vraiment palpable et qui est vraiment en croissance. Merci. Est-ce que quelqu'un dans la salle a une petite contribution ou question à poser? En anglais donc, hein? Non, je rigole. Alors il y en aura deux puisqu'on n'est pas très loin et ça tombe bien, ils ne sont pas loin de moi. Enfin, on n'a pas beaucoup de temps. Donc madame et puis monsieur. En anglais alors? Faites comme vous voulez. En français, ça va? Ouais. Bonjour, je m'appelle Rebecca Narewski. Moi, j'ai 20 ans d'expérience dans les études clients, parce que marketing, c'est un gros mot, donc je dis études clients. Et je suis consultante en économie circulaire dans le domaine de la beauté, de manière plus générale. Donc, juste un point. Il me semble que la mode, c'est pas un bien de consommation comme les autres. Un vêtement auquel on est attaché, on ne l'oublie pas dans son placard, on ne le jette pas, on ne le met pas forcément à la benne, on le porte et on le transmet de génération en génération. Donc il y a cet aspect-là, qui est l'aspect de l'attachement, qu'on peut aussi voir pour un parfum, pour d'autres produits, qui sont un lien émotionnel et extrêmement important, et là on rejoint l'humain, et dont on ne parle pas. C'est pas juste un t-shirt qu'on va renouveler parce qu'il est plus à la mode ou que la couture est partie de travers. Enfin, le sujet de la mode et du produit, de l'article de mode ou même de l'accessoire de mode, c'est quelque chose qui est intrinsèquement lié à un individu, une personne, une famille et une histoire de marque. Il y a des marques auxquelles on est extrêmement attaché et avec de la loyauté. Donc ça, c'est un aspect que je trouve qui manque ici, parce que là, du coup, on est dans une économie circulaire, parce qu'on est dans la transmission, on est dans l'ADN de la marque, enfin bon, bref, on a plein de choses dont on n'a pas parlé ici. Voilà, c'était juste mon aspect. À part le fait que j'aimerais bien savoir comment on contribue aux politiques européennes dans les 6 mois à venir, sinon. Alors on avait 1 heure et il y a 2 jours après, donc l'idée c'était de traverser les grandes choses. Merci d'avoir ajouté l'aspect, comment dire, affectif et historique presque d'un vêtement, à condition qu'il puisse durer. Monsieur? Bonjour, je suis Thomas Ebélé, je suis cofondateur de Slow We Are, qui est un label de confiance qui prend l'ensemble des impacts écologiques, sociaux et économiques
Et une remarque que j'ai sur ce débat, sur cette première table ronde, qui était très intéressant, très enrichissant, mais il a été très axé sur l'écologie. Et vous parliez, Monsieur Clodo, d'un indicateur écologique. Nous, notre label, on le veut écologique et social. On est membre bénévole de Fashion Revolution France. Il y a énormément d'acteurs ici qui sont présents, qui font partie aussi de Fashion Revolution France. L'impact écologique, il peut aussi être amené par le social, parce que quand on veille à ce que les travailleurs, les ouvriers, et notamment les ouvrières du textile sont bien rémunérés, et ben on crée de la richesse, ce qui permet aussi à ces gens-là d'avoir de meilleures éducations, de meilleurs moyens de contribuer aussi à un impact environnemental positif. Merci. Merci. Eh bien, vous aurez le mot de la fin avant qu'on ne... vous avez un micro devant vous, d'ailleurs. Je veux bien vous apporter le mien, mais... Je voulais juste signaler que la Fédération du prêt-à-porter féminin a réalisé une très très belle étude sur la RSE. Je vois Adeline Dargent qui a été vraiment la pilote fantastique de cette étude et où, financée par le défi, on va le rajouter, et où vraiment l'objectif, ça a été de dire, bon, quand on est une marque, surtout moyenne, petite, comment on fait concrètement? Par où on commence? On s'adresse à qui? Et l'objet de cette étude, qui est très courte, très pédagogique, c'est justement de donner des clés pour commencer. Et c'est important de commencer. Donc il y a un atelier cet après-midi là-dessus. Évidemment, je remercie Annick, qui est une personne absolument clé dans la filière mode et habillement pour apporter cette innovation. Merci. Première table ronde pour se mettre d'accord. On est d'accord qu'un grand changement est en cours dans les mentalités, que ça sous-entend un certain nombre de travail et d'évolution en termes de modèle économique, de fonctionnement de la filière, qu'il y a beaucoup de choses qui interviennent, et notamment, on vous a reçu, vous êtes à peu près tous représentants de professionnels, d'industriels, de la filière. Quel est le rôle aussi possible des politiques publiques ? Quelle politique pour agir? C'est la table ronde qui arrive. Merci à vous 5 de votre participation. Et je transmets le micro à Majoline Zbahi pour donc ce temps suivant. Bonjour